Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la transformation de Paris sous le Second Empire de Napoléon III par le baron Haussmann. Donc, dans cette présentation, j'ai envie de commencer par les trois figures de proue de l'événement, qui sont donc Paris, la fameuse ville la plus réputée au monde à l'heure actuelle, mais aussi Eugène Haussmann, le responsable de ces travaux, et l'empereur qui était à la tutelle de Haussmann. Donc il s'agit bien évidemment de Napoléon III sous le Second Empire de 1852 à 1870. On va donc découper ça en trois parties, donc que j'ai pour la plupart bien aimé faire, hein, je vais vous le dire, c'était intéressant. Donc dans la première partie, on va évoquer donc la personnalité des personnages et un petit peu le contexte qui entoure ces travaux. Donc on va évoquer Eugène Haussmann, Napoléon III, Paris. Dans la seconde partie, donc ce sera plus en fait, la seconde partie sera plus axée sur vraiment un focus sur Paris et sa transformation, alors qu'un troisième temps sera fait pour tout simplement ce qui s'est passé autour de l'événement, le contour voilà, de ça, donc avec notamment les critiques, les conséquences négatives que ça a eu et la fin, comment ça s'est terminé, ainsi que ce qu'on en pense aujourd'hui et ce qu'on en a pensé après. Donc, on va commencer donc par le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il y a quand même tout ça est lié par une seule relation humaine. Et ça, franchement, je pense que c'est important à dire parce que ça montre en fait la force de l'homme sur la Terre et il faut, je pense, avoir l'esprit ouvert en regardant ça parce que ça peut avoir vraiment, ça peut donner des idées. Voilà. Donc, Eugène Haussmann, c'est quelqu'un qui a du pouvoir en lui. Voilà, c'est quelqu'un d'autoritaire qui est un homme droit. C'est un homme qui aime bien l'habileté et qui est très organisé. On peut également voir dans sa vie que il a franchi des étapes par notamment son autorité, je le pense. En effet, au début, il travaillait dans des préfectures et au fur et à mesure de ses années de carrière, il a pu monter préfet jusqu'à arriver au préfet de Gironde en 1851 et où il va faire beaucoup de changements pour Bordeaux notamment, où il va embellir la ville, ce qui va notamment séduire Napoléon III, qui va donc le visiter très souvent et il va y avoir une certaine relation qui va se créer entre ces deux hommes et cette, ces visites de Napoléon vont engendrer ainsi que quelques voilà, relations avec. Il va engendrer sa nomination de préfet de Seine en 1853. Voilà. Donc c'est quand même assez intriguant de voir qu'une relation humaine peut amener à jusque-là. Donc déjà jusque-là, donc c'est quand même déjà important. Donc l'humain est au centre de ses travaux. On enchaîne ensuite sur Napoléon III, qui lui également voilà, a les mêmes caractéristiques en fait que Haussmann, ce qui fait qu'en fait leur relation était aussi fusionnelle au début pour avoir autant de collaboration. Donc il lui aussi est ambitieux, il est également conquérant, c'est un homme qui va beaucoup s'engager dans la guerre, dans les combats. Il est puissant, il est guerrier, voilà. Il va notamment pour la première fois, pour la première élection du royaume de France, donc en France, il va pour la première fois être élu par une élection. Donc c'est la première élection. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de cette élection, il n'y a que les hommes qui peuvent voter. C'est quand même important de le dire, puisque les femmes obtiennent le droit de vote en 1845, mais les hommes, en 1848, avaient déjà le droit de voter. Donc c'est fait presque 100 ans de différence entre les hommes et les femmes. Ça montre un petit peu la domination des hommes à cette époque sur les femmes. Euh, donc ensuite, ça ne va pas lui suffire d'être élu président de la République. Lui, ce qu'il veut, c'est tout contrôler. Donc, il va réussir son coup d'État en 1852 et il va devenir empereur du Second Empire, ce qui va donc le rendre impérial. Donc, suite à ces relations humaines donc avec Haussmann, une forte collaboration va avoir lieu puisqu'il va être nommé préfet de Seine, donc, comme on l'a dit précédemment en 1853. Donc, ils ont la même longueur d'onde, les mêmes projets, la même personnalité. C'est deux hommes qui se ressemblent et ça, je pense que c'est ce qui fait leur lien. Donc voilà, donc ils vont s'attaquer à un énorme projet qui est donc Paris. Paris qui à l'époque
a un blason que j'ai soigneusement mis ici. Donc comme vous le voyez, il montre un petit peu... il y a un bateau donc sur ce blason qui montre en fait la Seine. On a également une espèce de... Voilà, les petites fleurs de lys qui font symbole de Paris, enfin du pouvoir en fait. Et donc voilà. Donc à cette époque, on est en pleine accélération industrielle du 19e siècle, puisque l'augmentation de l'activité industrielle est importante, ce qui va provoquer donc une croissance sans précédent dans les années 1850, puisqu'on a atteint une croissance de 2,2% lors de ces années, jusqu'à 2,2% dans ces années-là. Donc cette croissance économique, elle va provoquer donc l'augmentation de la population et donc une augmentation logiquement de la circulation, ce qui va avec. Cette augmentation de la population, elle va avoir un impact, c'est surtout sur la densification de la ville, notamment Paris. Voilà, les villes à l'époque ne sont pas dotées de réseaux d'égouts, également d'accès à l'eau, etc. Donc voilà, une population pauvre va se concentrer, ce qui va provoquer donc l'insalubrité, de nombreuses épidémies comme le choléra. Mais également, cette croissance économique, elle va permettre quand même d'avoir un pouvoir économique important sur de futurs développements. Donc tout ça va être doté d'un besoin donc, de modernité pour pouvoir améliorer cette ville de Paris. Désormais, on va évoquer donc, le projet d'Haussmann, qui va être d'augmenter la taille des voies de circulation, puisque à l'époque, les voies de circulation sont très étroites, et donc c'est très difficile de circuler avec de nombreuses outils de circulation. Donc on va vouloir créer les 3 réseaux qui seront en fait des réseaux de circulation tout autour de Paris, donc qui vont la découper en 3 zones en fait. Des zones deux zones en forme de rond, bien évidemment. Donc on va également vouloir changer le paysage urbain. Donc il faut d'ailleurs rappeler avant cela que tout ça est sous la tutelle de Napoléon III. Derrière ça, il y a quand même un enjeu politique, etc. C'est quand même important de le rappeler. Alors même si la relation entre les deux hommes est une forte collaboration, Napoléon III dirige très fortement Haussmann, et ça je pense qu'il faut quand même le dire, puisqu'après il y a quand même des enjeux politiques là-dedans. Donc on va vouloir changer le paysage urbain, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on va également vouloir éviter les révoltes en dispersant les quartiers. C'est-à-dire que tel quartier, ce sera telle part sociale, etc. On ne veut pas qu'il y ait de rassemblements parce que les rassemblements peuvent entraîner des révoltes et des révolutions comme on l'a pu le voir dans les années précédentes, en 1830, en 1848, également à la révolution de 1789. Donc on essaye de limiter les rassemblements. Et enfin, il y a également un enjeu un peu plus joyeux qui est de créer la plus belle ville du monde, puisque on veut s'inspirer de Londres, qui est à l'époque une ville beaucoup plus rénovée que Paris, puisqu'il y a eu les grands feux de Londres, qui avaient provoqué donc, une destruction totale de la ville, et donc on avait eu besoin de la reconstruire. La destruction, donc on va percer de nombreuses avenues, comme l'Opéra. On va détruire des immeubles et des maisons grâce à l'expropriation. On va également détruire des églises. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que notamment la destruction des maisons est surtout liée à la loi du 22 mars 1852, qui permet l'expropriation pour cause de travaux publics ou d'hygiène. Donc, ce qui va donner un plein pouvoir, c'est comme si on donnait les pleins pouvoirs, donc pas à un roi, mais là à Haussmann. Donc il a les pleins pouvoirs sur le côté physique de Paris, donc tous les immeubles, tout ce qui peut tout détruire. Il est libre. En échange, il y aura quand même des compensations financières qui seront très très minimes par rapport à ce que Haussmann va créer grâce à ces expropriations. Alors, le coût désormais, donc on va évoquer le coût, donc c'est surtout des chiffres le coût, puisque le projet s'élève à 2,5 milliards de francs or, donc le franc germinal. Les impôts qui vont être prélevés avant le projet sont beaucoup moins importants qu'après, puisque voilà, c'est un projet qui coûte cher, et donc on a fait des emprunts, sauf que on n'a pas contrôlé les dettes, et donc voilà, il faut rembourser les dettes une fois qu'on les a créées. On va faire venir des travailleurs étrangers parce que voilà, il y a besoin de main d'œuvre. On va faire venir 400 000 travailleurs. Il y a également des travailleurs français dedans, hein, mais il y a aussi une part d'étrangers. Il faut le dire quand même.
On aura donc un certain budget par an, même si parfois il sera dépassé, très souvent même. Euh, on peut voir également que on a beaucoup emprunté, mais sauf qu'on n'a pas géré la taille de l'emprunt, puisqu'on a emprunté 1,4 milliard, mais sur 60 ans. C'est important. Voilà. Et en plus, il y a eu un surplus de 80% parce qu'il y a eu des problèmes. Donc l'État a dû rembourser 2,5 millions au final. Donc c'est quand même assez important. Et on a eu des bonnes délégations, etc. Et on n'avait pas eu de contrôle du Parlement. Hein, donc le compte Parlement ne servait à rien à cette époque, ou à pas grand chose. Le pari relevé, donc dans les deux sens, on peut le dire. Donc on a eu de la création de parcs, notamment le parc de Vincennes, de Boulogne. Voilà. On a eu les grandes avenues comme l'avenue de l'Opéra, les réseaux d'égouts avec plus de 600 km d'égouts. On est passé voilà, donc d'un Paris petit, resserré de 12 arrondissements à 20 arrondissements, ce qui est énorme. Donc la taille de la ville a presque doublé. On a également des peintures qui montrent ces immeubles haussmanniens magnifiques, qui sont donc des immeubles au style haussmannien. Donc on les reconnaît par leur façade, comme vous pouvez le voir juste là. Donc ils sont également très très catégoriques. C'est-à-dire qu'on a un rez-de-chaussée qui... donc dans ces immeubles, les rez-de-chaussée sont faits pour accueillir des commerces. Le deuxième étage est plus pour les nobles, alors que le troisième et le quatrième étage sont plus pour... voilà, donc c'est plus des étages classiques, normal. Mais ce qu'on peut voir, c'est que on peut voir également que la partie esthétique est également en lien avec la partie sociale. C'est-à-dire que en fonction de la partie sociale, on a un certain étage et un certain esthétique. Et enfin, on a également de nouveaux monuments comme l'Opéra Garnier, un lieu incroyablement culturel pour les opéras. Alors, on va maintenant désormais voir les critiques. Donc les critiques de ces travaux. Donc en 1867, le peuple et le Parlement voient que voilà, les travaux avancent énormément, donc, et que le coût commence à être important. On voit qu'on fait énormément de choses, qu'on détruit beaucoup, qu'on construit énormément également. Donc on se dit, ça coûte cher, où on trouve l'argent. Donc on demande des comptes, et on va mettre des contrôles à Haussmann, puisque Haussmann est habile et sait bien gérer l'arnaque. Hein. L'arnaque, c'est-à-dire prendre plus d'argent que ce qu'on nous a donné, il sait faire. Ça, je peux l'affirmer. Donc il y a eu également d'autres raisons, comme l'expropriation excessive, parce que les gens en avaient marre de se faire voler leur maison, tout simplement. C'est compréhensible, je pense. Il y a eu la critique des grandes avenues, puisque les gens se sont dit, mais on va nous contrôler également. Voilà, les gens se sont rendus compte de ça quand même, puisqu'à cette époque, le peuple a l'habitude de se révolter. Donc on reconnaît directement quand le pouvoir ne veut pas qu'on se révolte. La condition sociale avec le zonage, puisque voilà, des personnes d'une certaine classe vont être classées dans certains quartiers, et en fait les quartiers rénovés par Haussmann, en fait ce ne sera jamais les personnes qui vivaient avant qui vont en bénéficier, ce sera toujours des riches, hein, puisqu'on veut également limiter les dettes en faisant payer les loyers qu'on va doubler ou tripler. Donc les pauvres, ça dégage dans les quartiers les moins, tout simplement les moins huppés et moins rénovés. On va également former une énorme dette, ce qui va donc... les gens vont s'en rendre compte également. Le Parlement, il contrôle plus rien, ça c'est clair aussi. Et il y a beaucoup, donc, comme je vous l'ai dit, des pratiques un peu douteuses, notamment de Haussmann, qui cachent certaines choses. Ça, on peut le dire. Donc, ça va également provoquer des doutes. La fin. Donc, Haussmann, il voit qu'il est critiqué et donc il veut renforcer son pouvoir. Voilà, c'est normal. C'est un homme puissant qui aime le pouvoir, donc il va vouloir lutter contre les critiques en voulant avoir plus de pouvoir et pour retrouver également une bonne image. Donc Napoléon, il va demander à avoir du pouvoir, notamment au sein du gouvernement. Donc Napoléon va lui proposer de nombreux ministères, mais aucun ne lui plaît. Donc on va lui proposer le ministère du public, des travaux publics, de l'intérieur, de l'agriculture. Rien ne lui plaît. Donc c'est un des hommes les plus brocardés de France à l'époque. Il voulait lui être ministre de Paris dans sa vie, donc c'est sa ville natale et sa ville de décès au final. Donc il voulait être ministre de Paris, donc c'est beau.
Voilà, je trouve que c'est quand même une certaine reconnaissance de son travail. Voilà, il voulait être l'homme de sa ville. Et il est destitué de ses fonctions en janvier 1870 par le chef du gouvernement, Monsieur Tolivier. A noter qu'avant les travaux, on disait de lui quand même que, d'après le ministère de l'Intérieur Persigny, il affirmait que devant lui, il avait l'un des types les plus extraordinaires de son temps. Et au final, au bout des travaux, il est quand même destitué de ses fonctions, donc c'est un petit peu dommage. On pourra noter qu'après cette date, la fin du Second Empire en 1870 provoquera, suite à la défaite de la bataille de Sedan, la victoire de la Prusse sur la France lors de la guerre de 1870. Donc, désormais, on va voir un petit peu le côté sombre de ces travaux, après la beauté, etc., de ces travaux de Paris. Il y a un côté sombre qui va être, comme je vous l'ai dit, l'exode des pauvres vers les quartiers non rénovés. Donc ça fait créer une rupture sociale, la rupture économique avec les dettes, comme je vous l'ai dit précédemment également. On peut voir sur les photos juste à droite la façade des avenues haussmanniennes, et également des immeubles haussmanniens, puisque désormais toute la ville, 60% de la ville a été détruite et refaite. Donc ça montre quand même une certaine patte haussmannienne dans Paris. Donc tout ça est dû à Haussmann, hein, donc cette rupture sociale et économique. Donc sa responsabilité est bien évidemment très présente. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a permis, ces travaux. Ces travaux, ça a permis une ville moderne qui inspire dans le monde, et surtout en Europe, mais aussi en France. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ça a inspiré en Europe, donc comme à Stockholm, à Bucarest, à Madrid, à Rome, mais aussi en France, dans des villes comme Bordeaux, Rouen ou Angers. On peut également voir qu'aujourd'hui, Paris, grâce à Haussmann, est reconnu par sa valeur. Voilà. Donc Paris est aujourd'hui capitale du tourisme. C'est une ville dynamique. C'est une ville très culturelle. Voilà. Haussmann a créé l'Opéra Garnier, donc c'est quand même un certain monument de culture. Il a également fait de Paris une ville puissante, reconnue, qui montre qu'il y a de la force. Voilà. Qui a une certaine influence dans le monde. Maintenant, je vais vous nommer mes références littéraires sur ce sujet. Donc, j'ai bien aimé vous présenter donc ce petit événement donc des travaux d'Haussmann. Donc, pour cela, si vous voulez en savoir plus sur la personnalité d'Haussmann et surtout ce que lui a ressenti dans sa vie, parce que là, moi, je vous ai présenté un petit peu ma vision, mon interprétation de ces travaux. Si vous voulez vraiment une objectivité plutôt de la personne en elle-même, je vous conseille d'aller lire les mémoires d'Haussmann qui ont été écrites par lui avant sa mort en 1891. Excusez-moi. Et également, si vous voulez voir un petit peu les critiques, etc., qu'on a fait sur lui, je vous conseille d'aller lire les contres fantastiques d'Haussmann, qui ont été écrites par Jules Ferry en 1868, et qui en fait sont que des critiques. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment la critique pure des travaux qui montrent comment... donc Jules Ferry, c'était un parlementaire à l'époque et un écrivain, il faut le savoir. Et donc il avait il s'était beaucoup engagé pour lutter contre ces travaux, malgré que finalement il n'a pas eu raison, et qu'au final aujourd'hui on se rend compte que ces travaux ont été nécessaires et que c'est quand même important. Mon avis donc sur les travaux, donc ces travaux étaient nécessaires. Ils ont donné la beauté de Paris qui est si reconnue dans le monde aujourd'hui. Donc Haussmann était un homme autoritaire qui a du pouvoir et qui a été présent tout au long de sa vie pour Paris. Il a eu un impact positif de manière générale, même si il a fait certaines choses qu'il ne fallait pas faire, comme la catégorisation sociale, le zonage, etc., qui ont provoqué beaucoup sa chute. C'est un petit peu ça également qui a provoqué sa chute, mais surtout les dettes. Il a eu quand même un temps suffisant pour changer Paris, et aujourd'hui on peut le voir que Paris est beaucoup reconnu, notamment pour ses immeubles, ses avenues, etc. Et enfin, moi je trouve que c'est important et qu'on a quand même gardé un bon souvenir de lui, puisque aujourd'hui il est lié à de nombreuses antonomases de son blason, comme les immeubles haussmanniens, le projet d'Haussmann, etc. On parle beaucoup de lui. L'haussmannisation également de Paris, on peut également évoquer ça. Donc voilà. Maintenant, je vais vous demander
à vous, quel est votre avis sur les travaux du réputé baron Haussmann? Et je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo, cette présentation vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.